parmi vous, je vais vous tenir un propos de journaliste, d'un observateur, et je vous parlerai de ce que l'on m'a proposé comme sujet, c'est-à-dire du réveil de la société civile, c'est-à-dire que ça va dépasser très largement le sujet qui vous intéresse aujourd'hui. Mais je voulais, malgré tout, retracer ce moment historique que nous vivons, c'est-à-dire ce moment unique qui est celui du réveil des nations, du réveil des peuples, du réveil des cultures, des consciences, des intelligences collectives. Et ce moment historique-là, il ne faut pas le louper. Une même lucidité et un même sursaut vital se généralisent en Europe, en effet. Cette réactivité que certains voudraient présenter comme une menace est celle de la démocratie retrouvée. La menace est plutôt chez ceux qui s'en effraient. Nous tous qui sommes décontenancés par l'état d'abandon du pays et par la pauvreté extrême des débats avons la possibilité de reprendre aujourd'hui notre destin en main. Nous, la société civile donc, pouvons recréer une dynamique, une rupture, une révolution en somme. Des vides sont partout à remplir, quand la réflexion a laissé place au discours cloné, imposé, autoritaire. L'idéologie a arasé les débats et réduit la démocratie comme peau de chagrin. L'enjeu est donc de participer à la coécriture de l'histoire, en palliant les impensés, les défaillances, les somnolences, les interdits du pouvoir politique et médiatique. Il s'agit dès à présent de profiter de ce mouvement d'impatience qui se généralise pour réveiller ceux qui dorment et apporter la contradiction à ceux qui raisonnent, enfin raisonnent est peut-être un grand mot, par mimétisme et par slogan, prisonniers qu'ils sont d'idées devenues dangereuses pour les peuples et pour la personne humaine. Si nous, société civile, voulons tenter de reconstruire au moins en partie ce qui a été déconstruit, une place essentielle est à prendre dans le débat public, ici et maintenant. Je sais que vous avez également cela en tête, quitte à descendre dans la rue d'ailleurs, si cela s'avère nécessaire. Je l'observe, moi, personnellement, tous les jours, depuis des années. Il y a au cœur du peuple français une aspiration à un langage de vérité, suscité par le constat des désastres, accumulés par trop de pensées fausses, trop de déni des faits, trop de propagande. Les réseaux sociaux qui permettent de contourner les médias, leur monopole et leur choix, fédèrent déjà facilement cette exaspération collective. J'en fais l'expérience quotidiennement avec mon blog que j'ai baptisé Liberté d'expression, qui peut se visiter sur le site du Figaro. Il est depuis 10 ans devenu un véritable forum où s'écrivent en effet les cahiers de doléances, et c'est là que j'y puise une partie des idées que je peux répercuter sur mon blog. J'y suis en tout cas davantage influencé que par les éditoriaux de mes confrères. La France silencieuse a les moyens techniques de prendre la parole, mais elle a surtout les moyens intellectuels de la garder. Cet accès à la libre expression est devenu une arme redoutable pour faire démocratiquement pression sur ceux qui ont détourné le pouvoir à leur seul profit. Cette arme du verbe, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, il faut en user et en abuser. Le pouvoir à prendre est d'abord celui de la parole. Cette arme est d'autant plus redoutable que le sursaut démocratique, on le voit, est désormais partout semblable en Europe. Sa force est celle du nombre, qui devient donc considérable. Car ce que nous vivons en France et ailleurs a toutes les caractéristiques d'une insurrection civique. L'insurrection de citoyens qui, depuis 50 ans, ont délégué leur sort à des représentants qui ne les ont pas toujours entendus, quand ils ne les ont pas méprisés, voire trahis, trop souvent. D'ailleurs, ces dirigeants en place n'aiment pas ce vent qui se lève. Le président du Sénat, qui n'est pas le pire des hommes politiques, a eu récemment cette réflexion significative de l'inquiétude des élites quand il a déclaré dans une interview au journal du Dimanche, il y a quelques semaines, on court le risque de voir les peuples se réveiller. Eh bien oui, en effet, les peuples se sont réveillés, les peuples sont réveillés, ils ne sont pas prêts de se rendormir. Les dirigeants ont raison de s'affoler du courant protestataire qui conteste leur bilan, et singulièrement dans ce qui a trait à l'humain, à sa fragilité, à sa vulnérabilité et à ses aspirations spirituelles également. C'est d'ailleurs le grand paradoxe de cette mobilisation qui parcourt l'Europe. Elle est menée par des hommes et des femmes qui ont affronté ceux qui se disent avantageusement humanistes, mais qui ne voient rien, n'entendent rien des inquiétudes et des souffrances qui s'expriment chez leurs compatriotes. Ces drôles d'humanistes-là n'aiment pas les gens. Ce qui s'observe, excusez-moi, ce que j'observe depuis longtemps comme journaliste attaché aux questions de société, c'est la montée en puissance d'une révolte chez ceux, les oubliés, qui n'ont pas accès à la parole, qui se voient imposer le silence, la relégation par la pensée dominante. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi
de me faire l'un des porte-voix de cette colère que je partage bien souvent. Je la crois motivée par des sentiments de tromperie, d'abandon, d'injustice, de vulnérabilité. Ces sentiments, je les éprouve également, et ces sentiments sont ceux qui, en général, font les moteurs d'une révolution. La Manif pour tous a été, en 2013, l'incontestable pionnière dans ce réveil protestataire d'une société naguère silencieuse. Mais rien n'est venu depuis apaiser les craintes liées aux manipulations de la nature humaine, manipulations rendues possibles par une science sans conscience. Demain, vous savez mieux que moi, si rien ne vient faire obstacle au docteur Folamour et aux exigences consuméristes de clients ne voyant pas plus loin que leur droit à l'enfant, il sera possible à l'homme-dieu de tuer le miracle du vivant. Il lui sera possible de fabriquer et de vendre des bébés produits en laboratoire. Le meilleur des mondes, Adolf Huxley, n'est pas loin. Ce monde infernal est même à portée de main. C'est lui qu'il faut combattre, naturellement, en visant la tête, c'est-à-dire l'idéologie qui est derrière tout cela. Le réveil de la société civile déborde néanmoins de la sphère familiale. Il pose aussi le problème plus général de l'avenir de notre civilisation, menacée par la pensée dominante, prête à tous les accommodements, à tous les renoncements, au nom de l'ouverture d'esprit. Oui, mais justement, où est l'esprit aujourd'hui? Cette pensée dominante est sèche, sans âme, mesquine. Elle est celle du relativisme et de l'individualisme, de son monde plat, mécanique, matérialiste, imperméable à toute idée de transcendance. Son influence est pourtant considérable et elle est comparable, selon moi, en tout cas dans sa dialectique, à ce que fut celle du marxisme naguère. Je reviendrai tout à l'heure brièvement. Cette nouvelle idéologie consiste à faire croire que tout se vaut dans la promotion d'un grand trou de mémoire, d'une amnésie collective, d'une table rase, prélude à l'homme nouveau. Tout est indifférencié, remplaçable, utilisable, négociable. Un peuple en vaut un autre, mais aussi une religion, une culture, une civilisation, une identité, une filiation. Plus rien ne différencie non plus le citoyen de l'étranger. Dans cette logique, le beau vaut le laid, le bien vaut le mal, la musique vaut la variété, l'art vaut le barbouillage, et vous connaissez toute cette rengaine. L'homme lui-même ne se différencie plus de l'animal. Certains intellectuels américains, j'y reviendrai tout à l'heure, sont prêts à donner raison à Stéphanie de Monaco quand elle déclare que les animaux sont des hommes comme les autres. Dans ce principe de non-discrimination et d'égalitarisme, il n'y a plus non plus de sexe, il n'y a plus de différence entre l'homme et la femme. Il est possible de choisir, vous le savez maintenant, ou l'un ou l'autre. Tout peut s'échanger, se commercialiser. L'homme peut devenir un produit comme un autre. Ce relativisme, naturellement, est un poison. Il est porteur d'un monde uniforme, technique, sans affect, totalitaire en somme. Ce monde est pareil à un mur qui resterait à abattre. C'est ce mur, justement, qu'il faut mettre à bas. Symboliquement, je comparerais ce mur idéologique à celui de Berlin, qui s'est effondré il y a près de 30 ans sous les mensonges du communisme et le poids des évidences. Je propose de nommer ce mur-là le mur des Bernés, car nous sommes les Bernés. C'est bien ce sentiment de tromperie et d'abus de confiance qui est commun à tous ceux qui contestent aujourd'hui la politique de l'autruche des promoteurs du relativisme. Les adeptes de l'idénie croient pouvoir isoler le monde réel derrière des constructions édifiées cul par-dessus tête. Mais ces gens-là se trompent. Les désinformations et les propagandes ne peuvent plus rien contre la force des faits. Les réalités sont les meilleurs alliés des peuples réveillés. Elles sont vos meilleurs alliés. Et le libre Internet, que l'État aimerait tant contrôler, leur offre une formidable caisse de résonance. Mais ce vent de l'histoire qui s'est levé partout en Europe et plus profondément encore une révolution conservatrice, en tout cas je l'appelle ainsi. Elle n'en est d'ailleurs qu'à ses prémices. Ce mouvement réactif est plus particulièrement sensible dans la France profonde. La Manif pour tous, encore une fois, l'a prouvé en 2013 en multipliant spectaculairement et avec un savoir-faire remarquable les manifestations de masse que les progressistes, que je mets entre guillemets, seraient bien incapables de susciter aujourd'hui. Cette révolution conservatrice est la vôtre et la nôtre. Elle peut préfigurer le monde de demain si elle est menée intelligemment. Elle s'observe déjà aux États-Unis comme en Europe. Elle se nourrit des impensés d'un progressisme ayant produit depuis 50 ans beaucoup trop d'erreurs et de désastres humains. Cette révolution conservatrice qui veut renouer avec la mesure et le réel a des objectifs qui font sa force. Elle entend protéger aussi bien la nature que la culture,
les nations que les familles et les enfants qui y naissent. La patrie, littéralement le pays du père, est intimement liée à la filiation. Ceux qui voient dans ce grand mouvement de fond un rejet de l'esprit de 1968 n'ont pas tort, même si tout n'est pas à rejeter dans cette révolution d'enfants gâtés qui a malgré tout libéré la société de rigidités parfois excessives. Là, c'est l'adolescent de 68, j'en avais 15 ans, qui vous parle. C'est parce que j'ai connu quand même cette époque-là. Mais rien n'est plus sain que ce nouvel esprit contestataire qui gagne une population, qui gagne une opinion sensible, une population sensible aux lanceurs d'alerte. Certes, les noms d'oiseaux ne vont pas manquer pour vous qualifier. C'est ceux qui croient détenir la vérité au prétexte qu'ils seraient progressistes. Ils ne voient rien d'ailleurs de leur propre régression. Ces beaux esprits vont dénoncer chez vous les obscurantistes, les populistes, les réactionnaires, les racistes, les homophobes, les extrémistes, la fachosphère, le retour aux années 30, la lèpre qui monte, les propos nauséabonds, que sais-je encore. Les juges en viennent même à exiger l'expertise psychiatrique d'un responsable politique, comme au bon vieux temps de l'URSS, tandis que les pétitions réclament aujourd'hui qu'un journaliste soit exclu de la scène médiatique. On en est là. Personnellement, cela fait des décennies que je supporte ces procédés de diabolisation de la meute qui sont le b.a.-ba de la pensée totalitaire. Ces procédés ont pu intimider, ils intimident encore un peu. Mais ce terrorisme intellectuel est celui des faibles, qui voient leur pouvoir ébranlé. Ces procédés sont devenus inopérants tant les faits sont têtus. Ils caricaturent ceux qui s'y adonnent. Ce manichéisme est plus simplement la marque de la crise de l'intelligence qui est, avec la crise de la démocratie qui l'accompagne, frappe le débat public depuis des décennies. Ceux qui professent ces insultes redoutent la confrontation d'idées. Ils s'enferment dans un magistère qui ne tient plus que par l'autoritarisme et le coup de force. C'est cette idéologie faussement humaniste que la société civile en révolte doit combattre par les mots et par les idées nouvelles, en arrachant le masque doucereux des faux gentils et des faux démocrates. Je développerai rapidement cette idée dans ma première partie, et dans la deuxième partie, je tâcherai très rapidement également de montrer comment il appartient à tous les oubliés que nous sommes de remplir le vide intellectuel causé par 50 ans d'endoctrinement. J'aime beaucoup cette phrase d'Orwell qui me sert toujours et que je confirme à chaque fois dans ma profession, qui est de dire que plus une société s'éloigne de la vérité, plus elle est ceux qui la disent. Et nous sommes en effet dans cette société du mensonge, de la chasse à l'homme, aux empêcheurs de tourner en rond. Le mur des Bernés, celui que je vous propose de mettre à bas, a évidemment un autre nom qui est beaucoup plus commun et que vous connaissez bien. C'est celui du politiquement correct, celui de la propagande, du lavage de cerveau. Celui qui interdit de voir ce que l'on voit, d'entendre ce que l'on entend, de décrire ce que l'on a sous les yeux. Celui qui oblige à penser dans une certaine direction, celui qui invite surtout à ne plus penser de façon autonome. Le politiquement correct adore les esprits clonés, les esprits dociles, la pensée conforme, les interdits, les excommunications. Le politiquement correct adore la diversité dans ses discours. Et simplement, la diversité, il ne la supporte pas dès qu'il s'agit des idées dissidentes. Il ne veut voir qu'une tête, une seule opinion. Le politiquement correct adore se mettre la tête dans le sable, aboyer avec la meute, répéter ce qu'on lui a appris. Le politiquement correct, c'est un élevage d'autruches, mais aussi de moutons et de perroquets. Des autruches, des moutons, des perroquets, il y en a beaucoup dans ma profession. Je peux en effet vous le confirmer. Cette impression qui est souvent vraie de lire un peu partout la même chose, la même analyse, singulièrement dans l'audiovisuel, et parfois dans la presse écrite. Et ceci est un phénomène normal, car dans le fond, on se rend compte que le politiquement correct a réussi à imposer des œillères au plus grand nombre, et singulièrement aux médias. Ce qui est le grand paradoxe dans le fond de ma profession, c'est qu'aujourd'hui, il est difficile depuis maintenant, non pas aujourd'hui, mais depuis maintenant 30 ans ou 40 ans, de décrire les grands bouleversements, les bouleversements fondamentaux qui bousculent la société du point de vue identitaire, culturel, sociologique et civilisationnel. Il est difficile encore aujourd'hui de mettre des noms sur les choses, de nommer les choses. Et d'ailleurs, il y a une dissonance qui se voit de plus en plus entre le discours
publié, si je puis dire, est le discours public, le discours du public. Aujourd'hui, la société, la France d'en haut ne parle pas avec le langage de la France d'en bas, qui n'a pas les contraintes de ce politiquement correct-là, enfin pas tout à fait encore. Pendant les années 80, j'ai commencé à m'intéresser à ces problèmes liés à la société, à la mutation de la société en France. Il était convenu, à chaque fois que je m'exprimais, de dire on ne désigne pas les banlieues du doigt. C'était l'ordre moral qui s'affichait. Je faisais écho à ce slogan de SOS Racisme qui disait également ne touche pas à mon pote, qui donnait donc un sentiment d'impunité aux nouvelles minorités qui se croyaient ainsi départies d'avoir à faire un effort d'intégration. Mais on est toujours un peu dans ce même interdit-là. Depuis les années 80, on regarde une nouvelle civilisation s'installer en France sans que personne ne moufte. C'est tout à fait ahurissant. La France est devenue multiculturelle sans que personne n'ait eu à en débattre, n'ait même osé en débattre, sinon à vouloir se faire taxer des noms d'oiseaux que je vous ai précédemment énumérés. La survenue de l'islam est encore aujourd'hui difficilement abordable, car depuis maintenant 30 ans, on nous a répété que l'islam n'était qu'une religion de paix et de tolérance. Certes, elle est ceci, mais elle n'est pas que ceci. Le rapport Aubin, qui a été écrit en 2002, où les territoires perdus de la République, ce sont des documents qui montraient quelle était l'emprise du séparatisme culturel et identitaire en France. Ces deux rapports ont été ignorés, on n'a pas voulu les entendre. On commence qu'à peine aujourd'hui à se rendre compte que ce qu'il disait était vrai. Aujourd'hui, on se rend compte que les mosquées salafistes doublent tous les 5 ans. Il y en a maintenant 170. Et donc on découvre aujourd'hui on commence à découvrir aujourd'hui quel est le danger que crée cette fracturation de la société. Le totalitarisme islamique, par exemple, est encore laissé quasiment libre de ses gestes. Quand le président de la République dénonce la lèpre qui monte, il ne parle pas de ce totalitarisme islamique, il ne parle pas de ce fascisme islamique, il parle de ceux qui les dénoncent, il parle de ce populisme qui s'inquiète précisément de cette montée des intransigeances, des nouvelles intransigeances. Médine, on vient d'apprendre aujourd'hui, hier, que le chanteur Médine ne chantera pas, Dieu merci. Il y a 90 personnes sous le feu des djihadistes, mais il a fallu l'énergie d'un père pour qu'enfin les consciences se réveillent. Et donc on était encore à 2 doigts d'avoir à subir cette insulte à la mémoire des morts. Je parle du Bataclan. Et je pourrais multiplier les exemples. Pour l'immigration, c'est exactement la même chose. L'immigration reste malgré tout un sujet qui est quasi inabordable. D'abord, on ne connaît pas les chiffres de l'immigration. En parler, les chiffres sont interdits de recensement. Il est impossible de faire le lien encore aujourd'hui. Je parle de tout ça d'un point de vue journalistique, entre l'insécurité qui monte, le sexisme, le terrorisme, le chômage. Vous avez à chaque fois une chape de plomb qui vous interdit de créer des liens qui sont évidents à tous ceux qui vivent dans les quartiers dans lesquels ces insécurités notamment commencent à s'aggraver. Le pire est sans doute bien sûr l'aveuglement qui a été porté sur l'antisémitisme. Un antisémitisme qui s'est développé dans les cités dès les années 2000, et dès les années 2000, j'étais là pour le dénoncer, les mouvements antiracistes qui avaient fonction précisément de mettre en alerte se sont tus sur cet antisémitisme-là, cet antisémitisme musulman qui prenait les juifs pour cible. Aujourd'hui, les juifs quittent les cités, aujourd'hui les juifs quittent la France, et personne non plus n'ose s'en inquiéter. Quand Madame Halimi a été assassinée en avril de l'année dernière, il y a eu une omerta pendant 4 semaines, je crois, parce qu'il ne fallait pas interférer avec les élections, de peur de faire le jeu de qui vous savez. De la même manière, le racisme anti-blanc qui existe maintenant dans les cités est naturellement tué, et je ne vous parle même pas de l'indifférence qui est portée au sort des chrétiens d'Orient, pour reprendre ne serait-ce que cette injustice flagrante qui est faite aux chrétiens d'Orient, à qui on préfère naturellement le sort des Palestiniens, qui n'est pas à envier bien sûr, mais en tout cas qui est moins douloureux que le martyre qu'ils ont eux à supporter. De la même manière,
il est difficile, délicat d'oser dire qu'aujourd'hui nous allons vers une guerre civile. J'ai écrit un livre qui s'appelle La guerre civile qui vient, et il est rare que l'on puisse encore débattre de ce sujet-là, bien que Hollande, dans son livre, dans son interview accordée à des journalistes, a admis lui-même que l'on allait vers une partition. Et tout ceci est encore indicible. Je pourrais passer, j'ai encore 1000 exemples, mais au bout du compte, on se rend compte que l'on a pris l'habitude, en lisant les médias, que les lecteurs ont pris l'habitude, en lisant les médias, de décrypter des euphémismes, c'est-à-dire que tout le monde comprend ce qu'il y a derrière le mot jeune, ce qu'il y a derrière le mot déséquilibré, de quartier sensible, de voiture folle, mais il est tout de même ahurissant de voir que les mots justes ne sont toujours pas mis derrière ces faits. Cela ressemble un peu à la manière dont les lecteurs des pays de l'Est avaient à décrypter les journaux de l'époque quand c'était effectivement le régime soviétique qui imposait des censures ou qui imposait des mots détournés. Et de ceci, naturellement, il faut s'en défaire. Et le problème, c'est que le politiquement correct n'a pas simplement atteint les médias, dont je parle un peu rapidement là, mais il a contaminé les plus hautes sphères de l'État et du monde intellectuel. Il a réussi à imposer un carcan qui est devenu une véritable prison, un véritable asservissement. Et en fait, le politiquement correct, je me rends compte de plus en plus, a rendu le mensonge banal, le mensonge est devenu autorisé. Et c'est ce grand mensonge d'État, d'ailleurs, dans lequel nous vivons encore aujourd'hui. Entre parenthèses, c'est fou, les âneries et les malhonnêtetés intellectuelles que l'on peut lire ou entendre sans que personne ne sursaute. La liste est longue de ceux qui veulent faire croire que tout va bien en France, qu'il n'y a pas de problème avec l'immigration, avec l'islam, avec l'école, avec la cohésion nationale. En 2013, je vous donne un exemple parmi d'autres, vous avez un conseiller d'État, M. Thelot, qui a rendu un rapport sur l'inclusion qui a été remis au Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Ayrault, et dans lequel ce conseiller d'État disait, parlant de la politique d'intégration, que la question musulmane était une pure invention. Il dénonçait aussi un prétendu communautarisme. Quand Julien Drey parle, il nous assure également que l'intégration est tout à fait remarquable. Je ne sais pas dans quel monde on peut voir cela. Quand la députée insoumise Clémentine Autain assure que la barbarie est déjà là, c'est pour désigner ceux qui s'opposent à l'installation des clandestins et non pas pour dénoncer ceux qui tuent ou ceux qui égorgent avec des couteaux. Tel sociologue, en juillet dernier, je tairai son nom ici, a pu assurer dans un journal que la France est un des pays les plus tranquilles au monde en réalité, parlant de la sécurité. Tel autre passe son temps à répéter que la France n'est pas un pays d'immigration massive, mais que l'immigration subsaharienne est un fantasme. Tel autre encore décrit le mythe paranoïaque de l'islamisation de la France. Il n'y a aucune montée spectaculaire de l'islam, ni dans le monde en général, ni en Europe, etc., etc. Et quand Marlène Schiappa, en 2014, tense M. Valls, tense M. Valls, c'est pour lui dire qu'il n'y a pas d'antisémitisme dans les quartiers populaires. J'ai appelé ce courant de pensée, dans un livre précédent, la pensée dénégationniste. Il est presque aussi détestable, cette pensée est presque aussi détestable que le négationnisme lui-même, tant il vise à perpétuer des propagandes et des erreurs de jugement. Il laisse tranquille un totalitarisme. En fait, dans mes braves gens, répètent les désinformateurs, nous subissons depuis des décennies une authentique entreprise de décervelage comparable à ce qui a pu être appliqué par la Russie soviétique. Aujourd'hui, les dissidents d'ailleurs ne sont plus à l'Est, mais ils sont à l'Ouest. C'est sur une télévision. C'est sur une télévision russe que Frédéric Cadéi, le journaliste Frédéric Cadéi, a trouvé refuge récemment pour poursuivre ses libres débats. Ça se passe en France aujourd'hui. Ce politiquement correct est en fait devenu fou, bien entendu, et il faut l'identifier. Il faut, si on veut le combattre. Il n'est plus une morale refusant les conflits, il n'est plus une fabrique de bienveillance, il n'est plus ce qu'il aurait dû être, dans le fond, c'est-à-dire une sorte de code de bonne conduite. En effet, il n'est pas interdit d'être correct quand on s'adresse à des minorités qui viennent d'arriver. Il est devenu abject. Le politiquement correct est devenu une idéologie de conquête du pouvoir, accaparée par des minorités, et il obéit à une dialectique d'essence totalitaire, qui est celle du marxisme dont je vous parlais très précédemment. Ce n'est pas la dialectique n'est plus celle de l'exploitant et de l'exploité avec la promesse de la dictature du prolétariat, et cette dialectique est celle du dominant et du dominé avec la promesse de la tyrannie des minorités. Et nous en sommes là depuis maintenant 30 ans.
à l'impunité qui est déjà dévolue à des minorités, l'impunité, pardon, est déjà dévolue à ces minorités qui sont présumées innocentes. La victimisation et la non-discrimination sont les ressorts de cette idéologie de déconstruction des sociétés occidentales. Décrocher le statut de victime est devenu le sport national. Ce statut ouvre toutes les portes pour les minorités ethniques, religieuses, sexuelles. La culpabilisation permet aux islamistes de se dire victimes de la société ou de la crise économique avec l'assentiment des réseaux, et elle permet aux militants homosexuels de se dire victimes d'homophobie quand ils réclament de pouvoir avoir des enfants qui ne peuvent procréer. C'est le même état d'esprit, c'est la même dialectique. Et naturellement, le contradicteur, celui qui s'oppose, devient le salaud, le raciste, le xénophobe, l'homophobe. Nous sommes tous ici des salauds. Tout doit être fait en conséquence pour éviter le conflit avec les minorités, leur accorder ce qu'elles demandent au nom de l'égalité, des droits de l'homme, de la non-discrimination. Cette idéologie des droits de l'homme en vient à ne plus poser de limites aux revendications individuelles. Le moindre particularisme devient une exigence. Le moi-je est devenu la règle d'un individualisme ayant perdu la notion de bien commun. Et nous sommes versés par les mots qui vont avec ce politiquement correct-là. On peut d'ailleurs l'identifier, ne serait-ce qu'à travers les mots qui sont employés, l'apaisement, l'inclusion, le soft power, le vivre ensemble, le respect de l'autre. Face aux attaques qui vont d'envoyer des petits ballons roses et blancs, d'allumer des bougies, de faire des cœurs avec les mains, de l'envoyer des slogans du genre vous n'aurez pas ma honte, vous n'aurez pas ma haine, vous n'aurez pas ma honte. Effectivement, c'est un lapsus qui me vient quand je vois tout ça. Et leur bête noire et tout ce qui ressemble de près ou de loin à un enracinement, les nations, les peuples, les frontières, les familles traditionnelles. Quelques personnages également sont les révélateurs de cette haine qui porte le politiquement correct à ce retour à des notions d'enracinement. Trump, Orban, Poutine, Israël sont naturellement des pays ou des personnalités honnies. Donc il faut sortir de ce piège qui est en train de désagréger la société en la fractionnant, en outant de communautés. Le politiquement correct est liberticide et cynique. Mais il est urgent pour cela de remplir le vide de la pensée qu'il a créé. Il faut faire mentir Chesterton quand il écrivait en 1924 « Le monde moderne s'est divisé entre conservateurs et progressistes. L'affaire des progressistes est de continuer à commettre des erreurs, et l'affaire des conservateurs est d'éviter que les erreurs ne soient corrigées. » Eh bien non, il faut tout faire aujourd'hui, bien sûr, pour corriger les erreurs. Ce qui menace, ce qui est à mener est un travail de reconquête, de délivrance de ce politiquement correct, cette prison intellectuelle qui a abouti le débat. Il faut tenter de reconstruire beaucoup de ce qui a été déconstruit par le relativisme, l'individualisme, la haine de soi. Et il ne faut pas se cacher l'ampleur de la tâche, car ce relativisme va loin. Même le pape, malheureusement, en est atteint quand, le 31 juillet 2016, après l'assassinat du père Hamel, il déclare « Si je parle de violence islamique, je dois aussi parler de violence catholique. Faut-il vu ceci ? Est-ce pour ne pas évoquer les violences islamiques qu'il a refusé de se rendre à la pour béatifier les moines de Tibrine le 8 décembre prochain en Algérie? Je ne sais pas. Mais il y a quand même, malgré tout, chez ce pape, c'est un catholique qui vous le dit, des comportements qui me semblent pour le moins malheureux. À un moment de sa carrière politique, il avait eu, de mon point de vue, une bonne intuition en lançant sa campagne sur le courage de la vérité. Son livre « Vaincre le totalitarisme » ainsi que sa défense du chrétien d'Orient avaient été des signes d'une sorte de renaissance, de désir en tout cas d'avoir à rentrer en résistance avec cette déconstruction du politiquement correct. Est-ce pour avoir voulu s'approcher de cette vérité-là? En tout cas, vous savez le sort qui a été naturellement réservé par la suite à ce candidat-là. Depuis, malheureusement, et c'est un peu l'objet du livre qu'on vous a présenté tout à l'heure, nous sommes revenus en arrière avec Emmanuel Macron qui, derrière son nouveau monde, a en fait recyclé l'ancien monde, précisément des pensées conformes. Le politiquement correct, avec lui, et je le démontre dans ce livre, on a repris pour 5 ans. Et il en a repris pour 5 ans en s'aggravant encore davantage. Il suffit d'observer d'ailleurs le manichéisme qu'il développe lui-même, je parle du président de la République,
pour s'apercevoir qu'il a repris tous les types de langage, ne serait-ce que cela, de cette pensée stalinienne. Tout ce qui n'est pas, tout ce qui le contredit est vu comme étant une considération, après, tout ce qui est contredit est vu comme étant pardon, je n'arrive pas à trouver le mot, comme étant indéfendable. Nous sommes tous, en l'occurrence, des prêcheurs de haine à ses yeux, si nous n'allons pas dans son sens. À l'époque du monde, encore une fois, ne désignez pas le fascisme qui vient, mais désignez ceux qui parlent avec les mots clairs de réalité qui les vivent eux-mêmes. D'ailleurs, il y a un signe qui ne trompe pas sur ce retour en arrière, c'est que Daniel Cohn-Bendit est devenu à nouveau le visiteur du soir du président de la République. Au point même d'ailleurs qu'on lui a proposé, paraît-il, de mener la liste des européennes pour le mouvement macronien. Donc je ne vois pas bien où est cette nouveauté dans ce macronisme qui vient. D'autant qu'on a oublié que le premier acte de ce gouvernement, pardon si je fais un peu plus de politique, mais c'est pour vous expliquer quel est aujourd'hui le monde dans lequel nous revenons, le monde enfermé dans lequel nous revenons, c'est que le premier acte du gouvernement fut en juillet 2017 de tenter de rétablir un délit d'opinion à travers l'article 1 de la moralisation de la vie politique. Au prétexte de lutter contre le racisme, la liberté d'expression était en cause. Et ce projet, heureusement, a été retoqué par le Conseil constitutionnel qui a vu une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression. Heureusement que le Conseil constitutionnel était là. Et il a mis tout de même une alerte sur cette pensée liberticide qui aujourd'hui habite à nouveau le pouvoir. Et cette tentation de mettre la parole sous surveillance existe encore. Les projets du gouvernement sur les fake news ou sur le racisme sur Internet, qui devient un mot creux car on y met de tout maintenant dans ce mot de racisme, ressemblent beaucoup à des tentatives de reprise en main de l'information. L'Internet est devenu d'ailleurs la bête noire du pouvoir. La libre pensée lui fait peur. C'est d'ailleurs la ministre de la Culture qui a récemment déclaré vouloir mobiliser également les chaînes publiques pour, je la cite, changer les mentalités, après avoir qualifié une partie des Français de hautement réactionnaires. Je n'invente rien, c'était il y a 2 mois. Et après avoir déploré également voir trop de mâles blancs, ça devient vraiment une rengaine, trop de mâles blancs, plus de 50 ans à la télévision, mais ça, on devient habitué à ceci. Cette délivrance, tout ça pour vous dire que cette délivrance du politiquement correct risque de se heurter à la résistance de ce pouvoir actuel qui a réhabilité justement cette pensée conforme. Et si Macron dit comprendre le réveil des peuples, il a fait cette déclaration il n'y a pas longtemps, il ne donne aucun signe laissant penser qu'il est prêt à le suivre dans sa reconquête démocratique, bien au contraire. Il est à craindre même que les jeux ne soient faits, peut-être que je me trompe, dans la future loi bioéthique qui, en dépit des résultats des consultations préalables, risque de s'ouvrir à l'inhumanité artificielle. L'opposition frontale de Macron face aux pays de l'Est conforte cette impression d'un pouvoir incapable de s'ouvrir au monde réfractaire, au monde qui s'oppose à la domination de la pensée unique, au relativisme pour tous. Les pays de l'Est sont l'épouvantail des belles âmes. C'est très intéressant à observer. Mais ce sont eux qui savent ce qu'est une vraie oppression intellectuelle et morale. Ils l'ont supporté avec le soviétisme pendant des années. Et ce sont eux qui nous donnent l'exemple à suivre. C'est chez eux que partent le réveil des peuples, des nations, mais aussi des spiritualités. Leur affirmation de leur culture chrétienne fait partie du réveil des peuples d'Europe. Orban, qui est la bête noire de Macron, se fait traiter d'infréquentable quand il affirme que son pays fait partie de la famille des peuples chrétiens d'Europe, je le cite. Et en quoi a-t-il tort sur ce sujet? Je crois que la reconquête passe d'abord par la revendication de ce qu'est la France, c'est-à-dire aussi un pays aux racines chrétiennes, aux racines judéo-chrétiennes. J'entendais récemment Nicolas Sarkozy regretter que ces racines judéo-chrétiennes n'aient pas été retenues dans la Constitution européenne. Et que l'a-t-il lui-même imposé dans la Constitution française lorsqu'il était... Pour ma part, c'est une confidence que je vous fais, puisque je dis tout, je ne me suis jamais senti autant catholique, mauvais pratiquant pour autant, que depuis que l'on me presse d'oublier qui je suis pour faire une place aux nouveaux venus. Je trouve que le rappel des racines chrétiennes de la France et de l'Europe fait partie des exigences qui doivent continuer à être formulées. Rien n'est plus urgent également que de relire, et je vous y engage, le discours de Solzhenitsyn prononcé il y a 40 ans pour l'anniversaire de l'université de Harvard, car tout y est, tout est encore d'actualité, si je puis dire.
Solzhenitsyn il pointait le déclin du courage dans les sociétés occidentales, avachis dans leur confort matériel. Le paradoxe, c'est que Macron a cité précisément ce livre très récemment dans Les Ambassadeurs. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait lu, car le dissident russe ne cesse de mettre en garde contre des gens comme lui, c'est-à-dire ceux qui promeuvent un progressisme qui s'est perdu dans le matérialisme et la loi du commerce, et un humanisme qui a oublié toute sa dimension spirituelle, au point de croire en l'homme Dieu et sans limite, en l'homme devenu son propre créateur. La révolution conservatrice qui est amenée a la chance, heureusement, d'avoir face à elle un grand vide intellectuel. Il se voit à l'incapacité des progressistes à accepter le débat ou à chasser en meute le moindre journaliste qui ne pense pas convenablement. On voit les résultats aujourd'hui avec ce qui se passe pour Éric Zemmour, par exemple. S'il y a une régression, c'est bien la chasse aux sorcières au pays de Voltaire, c'est tout à fait ahurissant ce qui s'y passe. Souvenez-vous de ce que fut, par exemple, l'événement Nuit debout, qui a été présenté comme étant le renouveau des Lumières. C'était la Commune de Paris qui était revisitée, c'était le nouveau mai 68 où les pensées allaient refleurir. Surtout que j'habite à côté et que j'y passais très régulièrement. J'étais accablé par le grand vide étourdissant des débats qui étaient proposés, des débats avec des guillemets naturellement. C'était des débats qui, d'ailleurs, de plus en plus se sont rétrécis à des cercles réservés aux femmes ou aux minorités ethniques, avec naturellement l'édiction d'un philosophe, Alain Foucault, quand il a voulu s'y rendre, ne serait-ce qu'en observateur. L'inventaire des apprentis sorciers parle de lui-même et il fait froid dans le dos. On se souvient qu'en 1980, Jacques Attali avait dressé un éloge de l'euthanasie, je le cite. Dès qu'il dépasse 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit, il coûte cher à la société, disait-il. Aussi, pour faire en sorte, je le cite, que les dépenses de santé soient les plus réduites possibles en termes de coûts pour la collectivité, Attali jugeait bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement plutôt qu'elle se détériore progressivement. C'est lui qui le dit. L'euthanasie sera l'instrument essentiel de nos sociétés futures. Voilà comment résonne encore aujourd'hui, enfin c'était en 80, mais j'imagine qu'il n'a pas changé d'avis, un humaniste éclairé. Et certains universitaires américains vont plus loin encore dans le délire relativiste. Je vous conseille à ce propos de lire un livre que je viens de terminer de Jean-François Bronstein qui s'appelle « La philosophie devenue folle », qui est publié chez Grasset. C'est tout à fait édifiant de voir la folie qui gagne maintenant tous ces esprits qui n'ont plus perdu tout lien avec la rationalité. L'auteur explique par exemple que sous prétexte de ne plus faire de différence entre l'homme et l'animal, tous deux qui sont êtres doués de sensibilité, rien ne s'oppose plus à autoriser des expérimentations sur des bébés et des adultes retardés. Je n'invente rien, il donne les textes là-dessus. Il va plus loin, en fonction de cette même dinguerie, rien ne s'oppose plus à la zoophilie. À la condition, nous précise l'auteur, que la zoophilie, à la condition, nous précise l'auteur, que ces relations sexuelles entre humains et animaux soient mutuellement satisfaisantes. Il cite un de ces intellectuels, je le cite, « Nos corps sont similaires à ceux des autres animaux, comme le sont nos désirs. Nous sommes des animaux parmi les animaux, dont certains sont humains. » C'est tout. Ces délires d'une pensée sans limite sont peut-être naturellement anecdotiques, mais ils font partie de ce processus de relativisme qui s'est mis en place. Et il fait également des ravages, naturellement, dans l'art contemporain, qui est cet aboutissement de la pensée progressiste qui, comme le politiquement correct, tient grâce à l'intimidation intellectuelle et à la perte de tout jugement critique. En 2000, la performance, comme on dit en art contemporain, de l'artiste chinois Zhu Yu a constitué, tenez-vous bien, à manger des fœtus d'enfants rôtis. Vous pouvez retrouver ça sur Internet. Wim Delvoye, qui est un artiste, si je puis dire, qui s'est rendu célèbre en tatouant des cochons, a également tatoué le dos d'un homme qui s'appelle Tim Steiner. On peut voir en photo également, vous pouvez retrouver tout cela. Par contrat, Tim Steiner s'est engagé à être dépecé à sa mort. Et sa peau, à sa mort, sera tannée et exposée chez un collectionneur, comme celle des cochons de Delvoye, que Delvoye tatoue également en Chine. Dans l'art financier, l'homme est déjà une marchandise comme une autre. En parenthèse, qui sont ces extrémistes, sinon ceux qui ont perdu tout le sens des valeurs et des limites.
Seule l'intelligence collective, sa morale, son humanité, son bon sens sont capables de s'opposer à ce monde affreux qui est déjà là et qui marche sur la tête. C'est ce travail d'intelligence qui vous revient, qui revient au peuple raisonnable. C'est pourquoi il ne faut pas cesser de dénoncer les aberrations de la pensée conforme. Il ne faut pas être avec ceux qui se taisent, pour reprendre ce que disait Albert Camus. Il faut monstrer, pour reprendre cette expression que je tiens du sociologue Michel Maffesoli. Il faut monstrer plutôt que montrer, c'est-à-dire montrer la réalité dans toute sa monstruosité, dans les dérives intellectuelles dans toute leur monstruosité. Il est urgent de se délivrer de cette léthargie intellectuelle des classes dirigeantes. Vous savez, c'est cette léthargie que Marc Bloch, rend responsable de l'étrange défaite qu'il a décrite, celle de 1940. En conclusion, j'espère que je suis dans les temps. En conclusion, je voudrais simplement vous dire ceci, c'est à ceux qui se laissent envahir par le pessimisme, je crois que tout au contraire, ce qui s'annonce est porteur de beaucoup d'espérance. Et les carottes ne sont pas cuites, et loin de là. Le progressisme bas du front n'a pas gagné. Au contraire, ces résultats sont autant de repoussoirs qu'il suffit à la limite de décrire. Les indignés aujourd'hui font masse, et de plus en plus. Vous en êtes une des expressions. C'est eux qui vont faire l'histoire, pourvu qu'ils sachent faire nombre, c'est-à-dire se rassembler et porter des idées naturellement novatrices. S'il y avait un mot d'ordre à cette révolution conservatrice, il pourrait être « on ne lâche rien », mais j'ai entendu que vous l'aviez déjà comme mot d'ordre, donc c'est très bien. Pour ma part, j'ai souvent en tête cette exaspération d'Hannah Arendt sur la dégradante obligation d'être de son temps. Il faut en effet devenir réactif et se libérer des oukases, des autres. Il est urgent d'envoyer paître tous ces maîtres censeurs en prenant soin néanmoins de ne pas tomber dans leur travers narcissique et leurs oukases délirants. Il est temps aujourd'hui, à côté des droits de l'homme, de rappeler ce que sont les devoirs de l'homme. Au moi-je, qui autorise tous les caprices, y compris celui de faire des enfants sans père, il nous faut réhabiliter le nous. Il faut passer du je au nous, sans nous mettre à genoux, pour autant, pardon, ce jeu de mots un peu poussif. Il est temps de se retrouver derrière la récente exhortation du cardinal Sarrat, faite lors du dernier pèlerinage de Chartres. Père de France, réveille-toi, peuple de France, retrouve tes racines. Je vous remercie.